je vais commencer par préciser un petit peu d'où je parle. Parce que dans la présentation, finalement, hélas, le temps a passé, mais c'est la première moitié de mon activité, les 20 premières années. Les autres 20 années suivantes, je les ai faites sur les questions européennes au sein du ministère de l'équipement et de l'écologie et auprès du Premier ministre pour une part, sur les questions européennes et notamment en tant que chargé de mission sur Europe Service Public, l'Europe sociale. Et c'est à travers ces tâches-là que finalement je suis revenu sur les questions de laïcité. En deux mots, en 99-2000, la Commission européenne a proposé un projet de directive sur la non-discrimination au travail. Et dans les négociations sur cette directive-là, l'Allemagne notamment demandait des prérogatives et des exceptions permettant donc des discriminations au nom des églises compte tenu du poids des églises catholiques et protestantes dans le système de santé et dans le système social allemand. Donc c'est comme ça que je suis revenu aux questions européennes et à la laïcité en Europe. Voilà, c'est pour un peu mieux que vous compreniez, parce que la liaison avec le syndicalisme n'était pas forcément absolument évidente. Alors, quand on regarde l'action politique des religions, il est évident que ce n'est pas d'aujourd'hui que les religions se préoccupent et interviennent dans les questions politiques et dans les questions de gestion des affaires des hommes. La gestion de la cité, c'est de tout temps que les églises, depuis qu'elles existent, ou les religions, depuis qu'elles existent, ont essayé de peser sur la politique qui est menée. Donc je ne vais pas remonter, rassurez-vous, à l'Antiquité et au Moyen-Âge, mais me contenter de ce qui se passe aujourd'hui au niveau européen, parce que c'est peu connu et je crois que c'est assez important. Nous sommes dans une période quasi électorale pour les élections au Parlement européen, puisque nous votons le 7 juin en France, et le Parlement européen est un lieu où s'exerce du lobbying de façon forte de la part des églises et de la part des religions. Et donc, c'est de ce lobbying au sein des institutions européennes dont je vais vous parler, puis dans le débat, éventuellement, on précisera un certain nombre de choses. Le Parlement européen a créé en 2014, donc il y a déjà 2 législatures, 3, ça fera, un intergroupe sur la liberté de religion ou de conviction et de tolérance religieuse. Alors un intergroupe au sein du Parlement européen, c'est un groupe de travail auquel se retrouvent des députés de différents groupes politiques sur un sujet précis qui est l'objet de leur réunion. Et ça fait partie du règlement, les intergroupes sont dans le règlement du Parlement européen et ont un mode de fonctionnement bien précis compte tenu du fonctionnement du Parlement européen. Et depuis le traité de Lisbonne, c'est-à-dire depuis le 1er décembre 2009, puisque ce traité est rentré en vigueur à ce moment-là, il existe dans le traité un article 17 qui prévoit un dialogue, je cite, ouvert, transparent et régulier avec les églises et organisations philosophiques et non confessionnelles. Et c'est aussi cette histoire de ce dialogue que je vais vous raconter et comment il est arrivé dans le traité de Lisbonne. Et ce dialogue se fait avec essentiellement le Parlement européen et la Commission européenne. Et EGAL participe à ce dialogue. Et c'est la seule organisation française réellement à participer à ce dialogue, j'allais dire hélas, parce qu'il s'est dit des choses et c'est important de pouvoir y participer parce que les églises y sont très présentes et ce dialogue porte sur à peu près toutes les politiques communautaires. Par exemple, dans les dernières séances, nous avons été amenés à parler du pacte vert. Nous avons parlé des conséquences de la guerre d'Ukraine en Ukraine sur les Européens.
La dernière séance au Parlement européen était consacrée finalement à la démocratie et aux problèmes démocratiques que rencontre l'Europe compte tenu de la montée de l'extrême droite, notamment dans tous les pays européens, etc. etc. Et donc, les églises participent et essaient d'influencer les institutions européennes. Et c'est donc cet historique et le processus qui a abouti à l'article 17 notamment et à la pratique qui en découle depuis 15 ans. Alors, en prémisse, pour bien comprendre les enjeux, il faut voir que la compétence et la responsabilité des relations entre les églises et les États est de la responsabilité des États et que théoriquement l'Union européenne n'a aucune compétence dans ce domaine-là. Mais finalement, le rapport au sein de la société entre les églises et les institutions ont rattrapé petit à petit les institutions de l'Union européenne. Et donc, aujourd'hui, disons, il y a un dialogue et il y a un travail qui est fait en liaison entre les églises et les institutions européennes. Deuxième chose très importante à comprendre, tous les États membres adhèrent à la Convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux de l'Europe, à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui fait partie intégrante du traité de Lisbonne, et à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je dis ça et j'insiste parce que, à travers ça, tous les pays de l'Union européenne reconnaissent la liberté de pensée et de conscience, et la liberté de changer la liberté religieuse, bien entendu, et la liberté de changer de religion. Et tous les pays de l'Union européenne ont une forme de séparation des églises et de l'État, partout, constitutionnellement. Donc, si vous voulez, on précisera. Alors, ça ne s'applique pas partout pareil. Il peut y avoir aussi, à côté de ça, des concordats, des religions officielles, etc., etc. Mais c'est quand même un acquis commun. Et quand il y a une église officielle, donc il peut y avoir cours religieux dans les écoles, concordats, etc. Alors comment est-on arrivé finalement à l'article 17 ? Au départ, dans les textes initiaux de la construction européenne, donc je pars de la période après la Seconde Guerre mondiale pour l'essentiel. Si vous voulez, on reviendra dans l'histoire depuis le Moyen-Âge, mais on n'a pas le temps de tout développer. Dans ces textes d'origine, donc le traité CECA comme le traité de Rome, il n'y avait aucune mention des églises. Ce qui n'empêchait pas, à l'époque, que le courant chrétien-démocrate d'avoir une grande influence au sein des institutions européennes et dans le cadre de la construction européenne, par la présence de nombreuses personnalités appartenant à ce courant philosophique et politique. Pensez à Jean Monnet ou à Robert Schuman ou de Gasperi, par exemple, et pour n'en citer que quelques-uns, et aussi parmi les fonctionnaires, les premiers fonctionnaires des institutions européennes, de la Commission et du Parlement, qui, dès les années 60, ont créé un foyer catholique européen qui était un centre spirituel géré par des jésuites, qui comprenait d'ailleurs un lieu de prière dans lequel les fonctionnaires croyants de cette mouvance-là se rendaient pratiquement tous les matins pour prier ensemble, et des messes étaient célébrées régulièrement entre les collaborateurs des communautés européennes. En 1956, l'Église catholique crée, à l'initiative toujours des jésuites, l'Office catholique d'initiative pour l'Europe, l'OSIP, puis une association qui s'appelait Espace, a été créée par des dominicains, et la commission et l'OSIP s'est transformé en commission des épiscopats de la communauté européenne, la COMECE, C-O-M-E-C-E, qui existe toujours et qui est un instrument de lobbying extrêmement important pour les églises catholiques auprès des institutions européennes et qui participent régulièrement au dialogue de l'article 17. Et qui a une délégation à Bruxelles, Square de Meus, juste à côté du Parlement européen, où il y a en permanence entre 20 et 25 personnes qui sont chargées de faire du lobbying auprès des institutions communautaires. En 1970, des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et les communautés européennes sont établies, alors qu'il n'y en avait pas au départ. Et des centres de religion s'organisent également.
Les autres religions s'organisent également. En 1973 est créée l'Association œcuménique européenne pour les églises et sociétés, l'AOES, par un groupe d'hommes politiques se réclamant du protestantisme et engagés dans la construction européenne. Et les protestants sont très présents aussi à travers leur association nationale, comme Diaconat, qui est une association allemande, donc protestante, calviniste pour une grande partie. Et par ailleurs, les églises protestantes et anglicanes et orthodoxes, c'est une spécificité, c'est étonnant, mais c'est comme ça, se sont réunies dans la conférence des églises européennes, la CEC, autour de ces années 70. De plus, les églises orthodoxes comprennent au moins 2 structures, en plus de cette CEC, un groupe d'églises autocéphales nationales de Grèce avec l'église orthodoxe russe, en tout cas avant la guerre en Ukraine. Depuis la guerre en Ukraine, l'église orthodoxe russe est moins présente, mais elle a joué un rôle historique important, et le patriarche œcuménique de Constantinople. Donc vous voyez plusieurs organisations, et c'est effectivement un peu compliqué. La religion juive, elle est représentée par la Conférence européenne des rabbins, avec le Congrès juif européen, qui est une structure, lui, plus politique, visant à améliorer les relations entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Et par ailleurs, il existe depuis quelques années une fondation d'un bureau Lubavitch qui, suite au Brexit d'ailleurs, a transféré son siège de Londres à Munich, manifestant ainsi sa volonté de continuer de travailler avec les institutions européennes et de faire du lobbying auprès des institutions européennes. Les organisations musulmanes, elles, sont plus récentes. En juin 2013, date à laquelle l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, a officiellement créé une mission permanente d'observation de l'Union européenne et participe aujourd'hui au dialogue article 17. Et nous avons depuis la Covid la présence, toujours dans l'article 17, de bouddhistes au Parlement européen, dans les séances article 17, et chaque réunion, pratiquement, il y a une église supplémentaire qui arrive, ou une religion supplémentaire qui arrive. Je ne sais pas où on s'arrêtera, puisqu'il y a quand même plusieurs milliers de religions dans le monde. On va avoir un dialogue article 17 avec le Parlement européen qui va devenir quasiment permanent, jour et nuit, si on va jusqu'au bout. 24 heures sur 24, 365 jours sur 367. 5. Alors, toutes ces structures font du lobbying auprès des institutions, commissions comme Parlement européen. Voilà. La commission, après l'acte unique de 1987, où un dialogue social puis un dialogue civil sont mis en place, cherche aussi des interlocuteurs dans la société civile, et un dialogue plus ou moins formel s'instaure avec les églises, entre donc la commission et les églises, à partir de la fin des années 1980. Et en 1994, alors je résume beaucoup, mais pour aller dans le détail si vous le souhaitez, Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, lance l'initiative, entre parenthèses, Une âme pour l'Europe, justement en disant que, notamment, on ne tombait pas amoureux d'un marché, ce qui n'est pas faux, et instaure un dialogue et des contacts formels entre les institutions de l'Union européenne, notamment la Commission, essentiellement, considérant qu'il est impossible de mettre en pratique les potentialités de Maastricht sans souffle et sans spiritualité. Et que si dans les 10 ans qui viennent, je cite toujours, nous n'avons pas réussi à donner une âme, une spiritualité, une signification à l'Europe, nous aurons perdu la partie. On est plus de 10 ans après 1994. Donc je vous laisse juge de comment les choses vont évoluer. Voilà, ça c'est un peu la période informelle. Après, au plan institutionnel, les textes des traités eux-mêmes, comme je l'ai souligné, disaient rien par rapport aux relations entre les institutions européennes et les églises, et donc les responsabilités étaient au niveau des États membres, dans les textes d'origine. Et la première apparition dans les textes européens arrive avec le traité d'adhésion de la Grèce en 1981.
où il est fait état de privilèges que doit maintenir l'Union européenne pour les religieux du mont Athos en raison de l'article 105 de la Constitution de la Grèce. Puis il y a eu le dialogue aussi et du lobbying de la part des autres églises, et il y a une déclaration disant que l'Union européenne respecte le statut des églises ou communautés religieuses dans les États membres, ainsi que le statut des organisations philosophiques et non religieuses, donc déclaration qui est annexée au traité d'Amsterdam en 1997. Et le débat prend de l'ampleur par la suite avec la demande de plusieurs États, notamment l'Allemagne, j'y reviendrai, d'inscrire les racines chrétiennes dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux qui a été élaborée en 99-2000 et déclarée au traité de Nice, à Nice, en décembre 2000. Alors, la France, à l'époque, s'est opposée à ce qu'on mette les racines chrétiennes dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que la majorité de la Convention, des membres de la Convention qui ont élaboré cette charte. Mais, bien entendu, il a fallu trouver un compromis. Et le compromis qui a été trouvé, c'est que, finalement, nous n'avons pas tout à fait le même préambule entre l'Allemagne et le reste des autres pays de l'Union européenne. Puisque, pour l'Allemagne, il est fait mention du... Alors, excusez-moi mon allemand, hein, Geistig Religious und Sittlichen, soit, si on traduit, ça sera peut-être plus facile pour tout le monde, une spirituelle religieuse et morale, ou spirituelle d'origine religieuse et morale. Disons, on mélange donc le religieux et le moral. Et pour les autres pays, dont la France, il est simplement fait mention du patrimoine spirituel et moral de l'Union européenne. Donc on n'a pas tout à fait le même texte. Bon, c'est comme ça. Ça donne un certain nombre de réflexions par rapport à comment on construit l'Union européenne aussi. Puis dans les travaux de la Convention qui a élaboré le fameux traité constitutionnel qui a été rejeté en 2005 par la France, sous l'impulsion d'un nombre non négligeable d'États, il a été demandé que l'on mette Dieu dans la Constitution, puis après la transcendance, puis les racines chrétiennes. Tout ça est à mélanger selon les séances. On revenait sur Dieu, on passait à la transcendance, etc. Dans la Constitution. Et le pape lui-même est intervenu à plusieurs reprises. Il a même fait un discours dans le sud de l'Italie pour appeler les autres religions à le soutenir pour mettre Dieu dans la Constitution. Et cette histoire de Dieu dans la Constitution a été la question quasiment la plus débattue dans la Convention qui a élaboré le traité constitutionnel. Donc pour les pays en question, ce n'était pas une question secondaire. C'était vraiment une question tout à fait essentielle et très politique. Et là, je vous parle pour avoir vécu et participé à ces débats. Donc, c'est des choses vécues. Voilà. Et finalement, on aboutit... Alors, il y a eu énormément de propositions. Je vous passe le détail. Je le raconte d'ailleurs dans un bouquin qui vient de sortir, dans le détail, ce qui permet de mieux comprendre les processus. Et finalement, on a abouti à la création d'un article 51 dans le traité constitutionnel qui reprenait la déclaration du traité d'Amsterdam, donc sur le respect des formes d'organisation entre les États et les Églises, et y ajoutait justement l'idée d'un dialogue entre les institutions européennes et les organisations religieuses et non confessionnelles. Entre guillemets, entre nous, au départ, dans la première rédaction, il n'y avait que le dialogue entre les institutions communautaires et les religions. Et c'est finalement sous la pression des représentants de la Belgique qu'a été rajouté les organisations philosophiques et non confessionnelles. Et donc, cet article 51 du traité constitutionnel a été repris dans le traité de Lisbonne, et c'est l'article 17 dont je vous parle depuis le début. Et ce dialogue s'est mis en place à partir de 2010. Alors, en 2013, compte tenu de ce dialogue, la Commission européenne publie des lignes directrices de l'Union européenne concernant la promotion et la protection
de la liberté de religion et de conviction. Et vous voyez qu'il s'agit de la liberté de religion et de conviction et non pas de la liberté de pensée et de conscience. Et on est dans, entre guillemets, l'idéologie anglo-saxonne. Et c'est un des grands débats que nous avons, notamment au sein du Parlement, mais aussi au sein de la Commission, sur revenir aux textes fondamentaux, c'est-à-dire liberté de pensée, de conscience, et bien entendu liberté de religion. Et la liberté de pensée et de conscience comprend bien entendu la liberté de religion. Et c'est une bataille permanente avec des avancées et puis toujours des tendances à revenir en arrière. Donc, comme je le disais, ce dialogue porte sur à peu près toutes les politiques de l'Union européenne selon la situation. Et par exemple, la dernière réunion au Parlement européen au mois de février, c'était, je vous l'ai déjà dit, les dangers auxquels sont confrontés la démocratie en Europe, avec une sorte d'affolement de toutes les institutions, parce que toutes les institutions, Parlement, Commission, Présidence du Conseil et Conseil en tant que tel, administration du Conseil, sont venus nous expliquer que la démocratie était en danger et qu'ils avaient besoin de nous, c'est-à-dire qui étant dans la salle, et des intervenants, c'est-à-dire des religieux et de la société civile, pour défendre la démocratie. Alors, c'est pas forcément faux, mais vous voyez bien qu'il y a l'aspect politique est quand même souvent très fort. Voilà. Donc, et le combat par rapport aux pratiques de la laïcité, si je peux dire, dans les institutions européennes, est permanent. Le Parlement européen héberge des manifestations religieuses. Par exemple, il y a régulièrement des messes qui sont organisées parfois dans les locaux, avec invitation de tous les députés pour y participer. Et les institutions sont très sensibles à la parole des religieux et la recherchent constamment et font preuve d'une grande mansuétude vis-à-vis d'elles, malgré tout, parce que quand on regarde les questions, on aboutit au fait que dans les débats, il y a souvent dans les intervenants 3-4 religieux par table ronde pour un seul laïc. Compte tenu que ce qu'a dit Martine est vrai, les laïcs sont mal organisés, sont mal représentés, et puis il y a beaucoup plus de religions, etc. Alors que, majoritairement, on y reviendra peut-être dans le débat, la sécularisation, c'est-à-dire l'éloignement des sociétés et des gens, des religions, y compris des grandes religions, est une réalité dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, y compris ceux qui sont considérés comme les plus religieux. Et vous avez donc une mansuétude, je le disais, relativement importante. Et alors, je ne sais pas si c'est une naïveté ou une option politique, mais la confusion est telle que des associations religieuses, plus ou moins camouflées, plus ou moins masquées, réussissent à faire de l'entrisme, je pense que c'est le mot qui convient le mieux, dans les institutions européennes. Par exemple, alors je vais vous citer un certain nombre d'exemples qui concernent essentiellement d'ailleurs les frères musulmans et les salafistes. L'association FEMISO, qui est une association proche des frères musulmans consacrée à la jeunesse, suite aux attentats contre Charlie Hebdo en 2015, lance un fort lobbying auprès de la Commission pour mettre en œuvre une stratégie efficace à l'échelle européenne pour lutter contre l'islamophobie. Et derrière, il y a tout le débat que l'on peut avoir sur le terme islamophobie, avec la façon dont ce terme est utilisé pour empêcher effectivement toute discussion et toute critique de la religion en cause. En novembre 81, le Conseil de l'Europe, alors là, Strasbourg, parce que finalement, il n'y a pas que l'Union européenne, il y a également ce qui se passe au Conseil de l'Europe, c'est-à-dire à travers la mise en œuvre de la Convention européenne sur les libertés et les droits fondamentaux. Et les deux organisations travaillent ensemble. D'ailleurs, il est prévu dans le traité de Lisbonne que l'Union européenne adhère en tant que telle à la Convention.
et tous les États membres, comme je l'ai dit, sont adhérents à cette convention. Donc les deux travaillent ensemble, et la convention, donc le Conseil de l'Europe, avec le financement de la Commission européenne, donc de l'Union européenne, lance une campagne diversité auprès des jeunes avec une affiche où il y avait uniquement des jeunes femmes voilées, sans aucun cheveu qui dépassait, et avec comme commentaire en anglais, la beauté est dans la diversité, comme la liberté est dans le hijab. Voilà. Je peux vous le dire en anglais, mais enfin, je pense que... En septembre 2019, alors je prends que quelques exemples, parce que comme j'avais que 10 minutes, je ne pouvais pas tout vous dire, la commission... la commissaire représentant européenne pour les affaires étrangères de l'époque voulait créer un Erasmus pour les acteurs de la société civile qui travaillent sur la foi. Donc un Erasmus de la foi, d'une certaine façon. De Madame Federica Mogherini, qui était italienne, qui avait été présentée par Berlusconi, et nos protestations légales, mais pas seulement, mais aussi dans un certain nombre de pays, dont la France, ont fait que, pour l'instant, les choses sont arrêtées, et puis on n'en a plus entendu parler dans la présente législature du Parlement européen. Ou encore, en juin 2023, la COMES et la CEC organisent au Parlement européen, dans les locaux, sous l'égide d'un député polonais, un petit déjeuner de prière œcuménique auquel sont conviés l'ensemble des députés. Et, pour terminer, la Commission européenne, et c'est à mon avis une question très préoccupante, a largement financé, avec un financement de plus de 2 millions d'euros, la recherche universitaire sur le monde arabe contemporain, en finançant des équipes qui dénient l'importance de la signification de l'islamisme politique et des compagnons de route et des zélateurs des frères musulmans, et à favoriser ainsi leur implantation dans les universités au niveau européen, et pas seulement en France. Voilà. Alors pour terminer, un peu une question. Quand on regarde les pratiques quand même des religions chrétiennes, et catholiques et protestants, sont un peu différentes de celles des pratiques des islamistes, frères musulmans ou salafistes. D'un côté, nous avons plutôt une volonté de peser sur les décisions politiques. L'Église catholique et l'avortement, par exemple, je n'ai pas besoin de faire de long développement. Mais de l'autre côté, avec les frères musulmans notamment, les salafistes, c'est la conquête du monde pour imposer leur religion et leur loi, la charia, la loi de Dieu, à l'ensemble de la population mondiale. Et ça ne se traduit pas donc par des pratiques qui sont un peu différentes, y compris dans le lobbying auprès des institutions européennes. Voilà, j'espère ne pas avoir trop dépassé mon temps, et on ira plus dans le détail, si vous le souhaitez, dans le débat.